téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Coronavirus et nous, une émission qui focalise en général son attention sur l'impact du coronavirus dans la vie de la population, dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous tourner vers l'angle des aides et des subventions que le gouvernement fédéral a décidé de donner aux différents citoyens et citoyennes du Canada et une aide ou alors une subvention qui devrait comme ça venir soutenir et accompagner ceux qui sont les plus démunis. Et nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir M. Joël Lightbound, député de l'UEBR, et qui est aussi, bien sûr, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et en même temps le président du caucus. Je sais que... Bonjour, M. Joël. Bonjour, merci pour l'invitation, puis merci de continuer, en dépit de la crise qui nous afflige en ce moment, de continuer de faire l'important travail que vous faites d'information, puis de couvrir aussi le beau puis le bon qu'on voit par chez nous. Donc, merci. Merci à vous, à toute ton équipe. Merci infiniment. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui vont pouvoir vous poser des questions concernant les inquiétudes des étudiants. Je pense à Fanny Dechoa qui est là. Aurel, qui va sûrement avoir à vous poser quelques questions dans le domaine des étudiants. Nous avons aussi notre Dr Jackson qui, après vous, nous donnera un peu la situation du côté médical en ce qui concerne le coronavirus à jour. Et nous avons aussi du côté des entrepreneurs, Monsieur Yves Tribunali, qui est le directeur PDG de 243 Design, un entrepreneur vraiment d'envergure à Québec. Et on a aussi notre collaborateur, Monsieur Brice Nato, qui aura peut-être une question pour vous. Mais pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur Yves Tribunali pour qu'il se présente très rapidement et qu'il enchaîne avec la première question. Donc, je disais bonsoir Joël et merci d'être parmi nous ce soir. Je vais me présenter brièvement. Moi, c'est Yves Tribunali, fondateur de 243 Designers, une marque de vêtements, et SOS Resto, qui est une agence de placement en restauration hôtellerie. Donc, d'entrée de jeu, serait possible pour nous d'avoir votre avis, de donner de façon globale quelles ont été déjà les mesures prises par le fédéral face à ce coronavirus dans l'ensemble, et s'il va y avoir des mesures financières qui vont suivre par après, si évidemment il va y avoir des secteurs qui seront mis en avant par rapport à d'autres. Oui, ben merci beaucoup. Merci pour la question. Puis on apprend tous avec Zoom puis les nouvelles technologies. Hier, c'était la première fois au Canada qu'on se réunissait par vidéoconférence au Parlement, puis on a eu le même genre de problème avec le son, mais dans l'ensemble, ça a assez bien fonctionné. Par rapport à votre question, au niveau des entrepreneurs comme tel, parce que je pense que la grande mesure forte pour la population en général, ça a été la prestation canadienne d'urgence où très rapidement, on voulait offrir un filet de sécurité pour ceux qui perdaient leur emploi. Puis on sait qu'ils sont nombreux en cette période de crise à avoir perdu leur emploi. Des millions de Canadiens ont fait la demande. Je pense que ça dépasse les 6 millions de demandes uniques qui ont été faites à la prestation canadienne d'urgence qui, elle, peut-être pour le rappeler à vos auditeurs, c'est 2 000 $ par mois pour 4 mois, donc mars à mai, juin, juillet, août. Et essentiellement, c'est pour tous ceux qui ont perdu des revenus, qui ont gagné dans les 12 derniers mois ou en 2019 5 000 $. Et il est toujours possible de conserver un revenu de 1 000 $ par mois tout en ayant accès à la PCU, pour autant qu'on ait vu une diminution importante des revenus. Mais pour les entrepreneurs comme vous, les trois grandes facettes de l'intervention gouvernementale, mais il y a tellement de mesures qui ont été annoncées. Je sais que j'aurai pas le temps de toutes les couvrir dans le détail avec vous ce soir, mais je recommande à tout le monde d'aller sur le site canada.ca. L'ensemble des mesures pour les particuliers, pour les entreprises et sectorielles aussi est quand même bien présenté. Mais il y a trois grands pans. Le premier, le plus important, c'est la subvention salariale qui vient d'être mise en œuvre là, en ce moment. Depuis 2 jours, les derniers chiffres que j'ai eus, on a eu 50 000 entreprises qui s'en sont prévalues pour sauvegarder 1 million d'emplois. Cette subvention-là, essentiellement, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet d'obtenir une subvention de 75 % du salaire jusqu'à concurrence de 857 $ par semaine pour un employé. Il faut démontrer une diminution des revenus de 15 % pour le mois de mars, 30 % pour le mois d'avril
Et l'idée derrière cette mesure-là, c'est essentiellement de conserver le lien d'emploi pour que quand on puisse relancer l'économie, que le lien soit maintenu et que les employeurs aient leur main-d'œuvre disponible et que les employés aient conservé ce lien-là durant la période de la crise qu'on traverse actuellement. Donc ça, c'est la grande mesure forte. D'autres pays dans le monde, ils sont allés de l'avant avec des mesures similaires. Donc la subvention salariale, l'autre chose, c'est l'accès au crédit pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, donc des entreprises qui ont une masse salariale de plus de 20 000 et de maximum 1,5 million peuvent, à travers leur institution financière, aller chercher un prêt de 40 000 qui est remboursable en 2 ans. Si c'est remboursé en 2 ans, il y a 10 000 qui est retiré de cette ardoise-là. Donc, ça, c'est à travers les institutions financières, mais c'est supporté par le gouvernement fédéral qui a mis accès, qui a rendu accessible ce crédit-là. Donc, 40 000 accessible assez rapidement. Il y en a 452 000 entreprises canadiennes qui sont prévalues du compte d'urgence de 40 000 jusqu'à date. Et la dernière mesure qui est plus large un peu, mais c'est à travers la BDC, on vient soutenir le crédit pour les prêts aux entreprises qui ont besoin de liquidité. Donc, ça se fait en coopération avec les banques, mais avec EDC, BDC, il y a des sommes considérables pour des prêts qui peuvent aller jusqu'à 6 millions, donc de toutes les gammes qui sont mis à la disposition des Canadiens, mais au cas par cas avec les institutions financières. Donc, c'est essentiellement ça, les 3 grandes mesures pour les entreprises. Il y en a plusieurs autres déclinaisons, mais je dirais que c'est celles qui sont le plus utiles et le plus utilisées. Clairement, le compte d'urgence de 40 000, la subvention salariale, je dirais que c'est les principales. Et sinon, le travail de regarder avec la BDC, les prêts, le crédit qui est mis à la disposition des entrepreneurs. Super. Alors, après cette belle réponse, j'aimerais rebondir directement avec Fanny, qui sûrement a une question pour vous. Oui, moi avant, je voudrais remercier M. Limband qui prend la peine de venir à notre rencontre parce il y a pas mal de mesures, puis on a pas mal de questions, on se pose. En ce qui concerne le programme, la prestation d'urgence canadienne, mais de manière générale, on a appris, je pense que c'était le 22 avril, qu'il y avait de nouvelles mesures concernant les étudiants, le programme d'aide gouvernementale pour les étudiants. Et donc, on parlait de 1 250 par mois environ pour les étudiants et avec une possibilité de bonification de programmes de prêts et bourses. Donc ça, c'est une excellente idée, c'est une excellente initiative que les étudiants saluent parce que vous savez, les étudiants en majorité occupent des emplois qui sont des emplois étudiants, des emplois temporaires qui n'ont pas toujours toute la protection sociale qui vont avec ça et ont également perdu leurs emplois. Mais si on n'a pas les critères en ce moment, mais c'est comme en essayant de voir à peu près quel était le programme est destiné aux étudiants canadiens. Puis nous autres, on se demandait est-ce que la formule canadienne est beaucoup plus inclusive que ce que cela dit, parce que je peux constater dans le projet de loi C15 que ici, effectivement, on parle vraiment uniquement que de citoyens canadiens ou de résidents permanents, ce qui exclurait les étudiants étrangers qui subissent de plein fouet les coûts de la pandémie, que ce soit sanitairement, puisque au niveau sanitaire, sécuritaire, puisque le virus ne discrimine personne. Au niveau économique, ont perdu leurs emplois. C'est pas évident pour eux d'en retrouver des emplois. Les frontières sont fermées. Et on parle ici d'étudiants qui payent des frais de scolarité beaucoup plus élevés que des étudiants citoyens et qui participent à l'économie on parle aussi de la future main-d'œuvre canadienne. Donc, voilà, c'est une opportunité que vous soyez là pour nous clarifier dans quel aspect du programme d'aide gouvernementale sommes-nous admissibles? D'entrée de jeu, la prestation canadienne d'urgence, celle qui est grand public, mais pas spécifiquement pour les étudiants, est accessible aux étudiants étrangers pour autant qu'ils répondent aux critères, soit d'avoir d'avoir gagné plus que 5 000 $ dans les 12 derniers mois ou dans la dernière année, d'avoir perdu leur revenu pendant 14 jours consécutifs. Donc, la PCU, elle est accessible pour les étudiants étrangers. Maintenant, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants,
c'est un projet de loi, comme vous le mentionnez, le Parlement doit voter une loi, il y a des discussions qui ont cours entre les partis, donc je peux pas vous dire quelle sera la mouture finale de ce projet de loi-là. Et c'est toujours la même chose quand on arrive avec un projet de loi, il peut y avoir des modifications. Donc, à l'heure actuelle, vous avez raison, les étudiants étrangers n'y sont pas couverts. Reste à savoir si ça le sera dans la mouture finale. Il y a des représentations dans différentes directions qui se font à l'heure actuelle, mais vous avez raison. Toutefois, je soulignerais peut-être une autre petite chose pour les étudiants étrangers, c'est que la limite de 20 heures par semaine qui est possible de travailler a été levée pour tout ce qui est services essentiels, alimentation, santé, etc. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête, là. Donc, cette limite-là a été levée depuis, si je ne me trompe pas, justement le 22 avril à travers les autres annonces qui ont été faites. Alors, j'imagine qu'avec cette réponse, elle n'est pas complètement celle à laquelle vous vous attendiez, mais je crois on ne fait que commencer. On va toujours rebondir avec Yves Tribunali, et puis je demanderai peut-être au docteur s'il a une question de nous faire signe, et puis ensuite on va repartir encore avec Fanny. Alors, Yves. Oui, la question suivante, elle va être relativement simple. C'est que les gens ne sont pas forcément très au courant. Donc, j'en profiterai pour avoir un éclaircissement de votre part. Le programme d'aide canadienne en période d'urgence était considéré comme une subvention ou un prêt. Donc, est-il éligible d'impôt ou pas? La PCU, c'est pas un prêt, c'est vraiment une aide directe, mais qui est imposable. Toutefois, le rapport d'impôt doit être a été reporté, là, donc il n'y a pas de rapport d'impôt à faire avant le 1er septembre. Mais c'est un revenu à toute fin utile, mais ce n'est pas un prêt. La prestation canadienne d'urgence, si on parle de l'aide aux citoyens, c'est pas un prêt. Si on parle du compte d'urgence pour les entreprises, tel que je le mentionnais tout à l'heure, ça c'est un prêt, mais la PCU, donc, la prestation canadienne d'urgence, c'est un peu comme recevoir de l'assurance emploi, par exemple. C'est un revenu, mais c'est pas un prêt. Un revenu qui serait tout de même imposable. Voilà. Super. Alors, je pense que Fanny, avec cet éclaircissement, il faut avouer que c'était un tout petit peu inextricable ces derniers temps. Beaucoup de personnes aussi nous ont approché Diaspo, bien sûr, avec cette question, est-ce que c'est un prêt, est-ce qu'on prend des risques? Merci vraiment d'apporter cet éclaircissement. J'inviterai donc Fanny à rebondir avec sa prochaine question. Oui, alors là, je m'écarte un petit peu pour mieux revenir, là, mais oui. Il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont soit en renouvellement de statut ou en rétablissement, parce qu'il y a eu quand même fermeture pendant un moment. Et pour ces étudiants-là, c'est comme ils n'ont aucun droit sur le sol canadien que le droit d'y rester en ce moment. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des mesures pour permettre aux étudiants de renouveler leur documentation d'immigration le plus rapidement afin de pouvoir travailler Oui, ben c'est un bon point. Puis avec mon équipe au bureau, comme je crois plusieurs autres bureaux de circonscription de députés, on traite ou on tente d'assister beaucoup d'étudiants, justement, des étudiants étrangers qui se retrouvent à tenter de renouveler leur statut, mais avec toutes les difficultés que ça implique avec la lourdeur des systèmes actuellement, là, qui sont déjà lourds en temps normal, mais là, vu la demande, c'est particulièrement difficile. Pour l'instant, le sens des représentations qu'on fait avec mon bureau serait pour une prorogation plus automatique, mais c'est pas la position actuelle d'Immigration Canada où on traite au cas par cas. Mais c'est important de tout faire pour essayer de renouveler dans les délais, ce qui permet de tomber dans un statut implicite et de conserver les droits qu'on avait. Donc, c'est important d'essayer de la faire dans les délais, mais je comprends que c'est particulièrement difficile d'obtenir toutes les exigences au niveau des documents à fournir, des papiers à fournir. Mais quand même, il faut tout faire pour essayer d'appliquer dans les délais pour tomber en statut implicite. Maintenant, on va vous tenir informé à Diaspo s'il y a des changements sur ce front-là. C'est le sens des représentations qu'on fait, d'avoir une sorte de période de grâce compte tenu des circonstances qui rendent l'obtention des documents beaucoup plus difficile. C'est ça. Fait qu'en fait, un renouvellement automatique, ce ne sera pas envisagé? À l'heure actuelle, non. C'est pas la position. Mais
comme vous le savez, tous les députés, on a nos idées. Mon équipe m'en fournit aussi beaucoup. Je travaille avec des personnes formidables en la personne de Gabriel Bergevin, Claudine Boucher, que vous connaissez peut-être, Philippe Novakovic aussi, Marie-Claude, Myrna, je vais toutes les nommer pour pas faire d'envieux. Ouais, Ils sont tous formidables. c'est important. Mais au niveau de l'immigration, c'est vraiment Gabriel et Claudine qui me soumettent souvent des suggestions comme ça que je relaye à l'équipe ministérielle. Mais après, la décision leur revient. Pour l'instant, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Mais peut-on dire qu'il y a quand même de l'espoir que ce soit peut-être positif, ces changements-là? Bien, par rapport à ce dossier spécifique, je ne peux pas vous dire. Mais toutefois, ce que j'observe depuis le début, puis les députés ont eu un rôle très important, je pense, depuis le début de cette crise, parce que le gouvernement est allé de vitesse. Il est allé de vitesse, pas nécessairement avec des mesures parfaites, où on a vu que, par exemple, avec la PCU, on avait des gens qui perdaient la vaste majorité de leurs revenus, mais qui conservaient un travail à temps partiel ou un contrat comme travailleur autonome, qui gagnait 500 $ même s'il avait perdu par mois et qui se retrouvait privé de la PCU à cause de ce petit revenu-là. Donc, on a entendu ça des citoyens, on l'a remonté au ministre, puis à l'équipe de ministres, dont M. Duclos, que je salue, qui fait un travail formidable, et ça a été modifié en cours de route. Donc, on s'ajuste autant que possible en cours de route parce que c'est une situation complètement exceptionnelle, je pense, pour le gouvernement aussi. Super. Merci beaucoup de cet éclaircissement. Je vais laisser Yves poser une question et ensuite on va prendre la question de Dr. Yatson. On garde à l'œil que vous avez rendez-vous à 17h30. On va vous libérer avant et vous récupérer après. Oui. Alors, vas-y Yves, s'il te plaît. Oui, ma prochaine question, ce serait est-ce que ce serait envisageable de voir le gouvernement fédéral avancer dans sa lancée pour les aides aux entreprises, surtout petites entreprises, en leur fournissant cette fois-ci une subvention évidemment non imposable, en dehors des subventions qui sont déjà d'actualité? L'une des mesures qui vient tout juste d'être annoncée, il reste encore des détails à suivre, mais c'est sur les loyers, les baux commerciaux, où on vient subventionner jusqu'à 75% des baux exacts, des baux commerciaux pour les PME. Donc, ça, c'en est une, justement, qui s'est ajoutée en cours de route, qui n'était pas nécessairement dans les moutures initiales de l'aide aux entreprises, mais on a entendu très clairement qu'il y avait plusieurs entreprises, des restaurateurs, par exemple, mais toutes entreprises de tout genre là, qui ont vu une diminution. Puis le critère pour y avoir accès, c'est d'avoir eu une diminution de 70% de ses revenus. Donc, pour avoir accès à cette aide aux loyers commerciaux. En culture, on a annoncé 500 millions pour venir soutenir le secteur culturel. Il y a eu de l'aide, par exemple, de 1 500 $ par travailleur étranger temporaire pour les agriculteurs. Donc, il y aura aussi des aides sectorielles qu'on voit et qu'on va être appelé à voir. Je pense que ça serait un peu bien malin celui qui pourrait dire non, c'est terminé, alors qu'on doit réagir à la situation et on ne sait pas combien de temps exactement ça va durer nécessairement. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait plus d'aide, mais déjà, celle pour les baux commerciaux, je pense, est intéressante. Il faut la garder en tête. En effet. Alors, on va rebondir rapidement avec la question du Dr. Yatson. Bonjour, M. Lightbourne. Mon prénom, c'est Yannick, pour qu'on soit plus civil. Merci beaucoup pour vos explications. Moi, j'aurais une question à double volet qui va impliquer à la fois un peu mon statut qui est celui d'étudiant et de personne qui est dans le domaine de la santé. Alors, votre gouvernement a proposé pour des personnes étudiantes qui voudraient faire du bénévolat dans les secteurs dits essentiels d'avoir une subvention qui pouvait aller jusqu'à 5 000 $ le mois. Est-ce que vous pourriez nous préciser c'est quoi les critères qui feraient en sorte qu'on pourrait avoir jusqu'à 5 000 $ le mois en tant que bénévole? Vous comprendrez que pour les étudiants, ça peut être plus intéressant de prendre cette voie-là que d'avoir une PCU et de rester à la maison. Et mon second, c'est de se dire finalement, les étudiants qui vont travailler qui vont soit travailler ou faire du bénévolat dans ce domaine dit essentiel seront forcément exposés. Ce sont les peuples qui sont les plus exposés à une éventuelle contamination au COVID-19. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral a prévu comme moyen de protection pour ces étudiants qui voudraient bien mettre la main à la pâte? Par rapport à la bourse, je suis pas
convaincu que c'est mensuel. J'ai pas vu les détails de cette bourse. Je crois pas qu'ils soient sortis. Peut-être, ça nous arrive aussi là, d'en manquer. Peut-être qu'ils sont sortis, mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'ils sont déjà sortis. On parle d'une bourse pour le bénévolat que M. Trudeau a annoncé de 1 000 à 5 000 $. Les critères exacts ne sont pas encore connus, que je sache. Donc, il y aura peut-être plus d'informations à aller chercher de ce côté-là quand ça sortira. Mais ce serait en effet intéressant de voir comment est-ce que ça peut, puis je pense que c'est l'ambition aussi là, de voir est-ce que ça vient aider dans les services essentiels, entre autres. Par rapport à votre deuxième question sur la protection, notre rôle au gouvernement fédéral, c'est vraiment d'essayer et d'aider les provinces à obtenir l'équipement dont ils ont besoin. Ensuite, les provinces en font la distribution, entre autres dans le réseau de la santé, par exemple. C'est pas nous qui allons distribuer directement les outils de protection personnelle, le matériel d'équipement de protection personnelle. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité des provinces qui administrent le réseau de la santé. Si vous permettez, M. Lightbourn, effectivement, nous savons très bien que c'est la responsabilité des provinces, comme vous le dites, et vous savez aussi très bien que les provinces présentement vont plutôt privilégier le réseau de la santé, puisqu'il y a un manque de matériel de protection individuelle. Alors la question était plus dans le sens, vu qu'il est impossible pour l'individu lambda aujourd'hui de se lever, d'aller dans une pharmacie pour obtenir un masque, ou bien pour obtenir une visière, ou bien pour obtenir un blouson, parce qu'il n'y en a pas. Les gougounes sont tous pris par le réseau de la santé, mais qui voudrait quand même travailler ou faire du bénévolat dans un service essentiel, mais qui a peur pour sa sécurité. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour faciliter à ce que cet étudiant puisse, de sa propre initiative, obtenir et voir peut-être de façon subventionnée ces moyens de protection pour qu'ils soient incités à aller travailler? Parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne vont pas sortir travailler, c'est qu'ils craignent pour leur santé, monsieur oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais c'est sûr qu'actuellement, la priorité depuis le début de la pandémie et depuis que la pandémie est arrivée sur notre territoire, c'est de s'assurer que d'abord et avant tout que ces équipements-là qui sont en anglais on dit in short supply là, dont il y a peu, exactement, et le monde se les arrache, aille prioritairement au réseau de la santé. Maintenant, chaque employeur, chaque organisme doit essayer de s'assurer d'avoir les mesures en place à défaut d'avoir l'équipement pour assurer la plus grande protection, que ce soit par exemple, comme on le voit en ce moment dans les épiceries, dans les commerces qui demeurent ouverts, des feuilles de plexiglas. Moi, une des choses pour laquelle je milite, et je milite depuis un bon moment, et je suis content de voir que de plus en plus on en parle et ça devient de plus en plus acceptable, c'est le port du masque par tous. Parce qu'à partir du moment où chacun se couvre le visage avec un masque, qui soit artisanal, on ne parle pas nécessairement de masques N95 qui, eux, prioritairement doivent aller aux professionnels de la santé qui sont plus directement exposés au virus. Si chacun porte un masque, quand on sort en public, quand on va à l'épicerie, quand on va à la pharmacie, quand on prend l'autobus, on vient protéger les autres parce qu'on peut être porteur du virus sans le savoir. Et je ne sais pas de m'improviser expert en santé publique, mais ça devient de connaissances publiques. Donc ça, c'est l'une des choses que tout un chacun peut faire pour aider, que les employeurs peuvent tenter de fournir. Il y en a qui se vendent un peu partout sur Internet de ces masques artisanaux qui protègent surtout les autres. Mais si tout le monde le porte, mais on protège tout le monde. Donc, c'est l'une des choses, je pense, qui doit être envisagée. Mais au niveau du gouvernement fédéral, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait le plus de matériel qui rentre. Il y a un avion, demain à Montréal, c'est le plus gros avion au monde là, qui va arriver rempli de matériel médical, qui va prioritairement au réseau de la santé. Mais il y en a un par semaine, un par jour depuis plusieurs jours là, qui arrive avec beaucoup d'équipements, mais qui sont prioritairement acheminés au réseau de la santé. Donc, j'ai pas une réponse très satisfaisante, mais je pense que le message que j'aimerais envoyer à tout le monde, que je m'efforce de faire, c'est le port du masque par tous, comme on le voit dans plusieurs pays. Maintenant, c'est obligatoire dans plusieurs pays, comme on pense à Taïwan, à la Corée du Sud, plusieurs pays européens, aussi la France qui prépare son déconfinement qui vont le rendre obligatoire dans plusieurs parties, sauf erreur. Ben, je pense que ça peut aider collectivement à se protéger. Alors, merci beaucoup. Une personne qui n'a pas parlé, Fanny, si tu permets, je vais laisser rapidement à Brice dire un mot avant qu'on ne te repasse la parole. Merci. Vas-y, Brice. Soyons un peu plus bref, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup pour l'opportunité. Sincèrement, moi, je ne savais pas que la prestation de 1250 n'était pas destinée aux étudiants étrangers. Mais maintenant que je le sais, il va falloir que j'informe mes amis pour ça. Et de deux, moi, je me posais une question concernant
un peu plus le déconfinement à partir après les 4 mois après avoir reçu la PCU. Les 4 mois après, je me demande, est-ce que en ce moment-là, ceux qui ont reçu la PCU seraient en mesure d'avoir un emploi déjà stable ou la vie serait reprise de façon normale en ce moment, ou bien après la PCU, c'est quoi la suite? Ben, juste par rapport à la prestation pour les étudiants, il n'y a rien de fixé à l'heure actuelle. Donc, il faut suivre ça. J'ai pas l'information, mais je voyais que dans le projet de loi, et Fanny a été diligente, là, donc elle est allée voir le fin détail. Donc, mais c'est pas encore fixé, à suivre. Pour la PCU, une fois que ça se termine à l'automne, on va voir. Je suis pas devin et je sais pas à quoi l'automne va ressembler et quelle sera la situation au pays. On espère on espère pour le mieux, mais à savoir si la vie sera repris, l'économie aura repris son cours plus normal. Personnellement, je pense qu'on doit s'habituer à vivre avec le virus et avec plusieurs de ses conséquences pendant un bon moment, qui pourrait très bien aller jusqu'à l'automne. OK. Merci beaucoup. Et probablement. Merci beaucoup. C'est des éclaircissements qui sûrement viennent éclairer nos lanternes parce que beaucoup de personnes se posaient encore cette question-là. Fanny, à toi l'honneur, s'il te plaît. Oui, alors pour l'aide financière, c'est clair, on comprend que c'est en suspens, mais est-ce qu'au moins les étudiants étrangers, le gouvernement va-t-il permettre aux étudiants étrangers de participer au programme Jeunesse Canada, au programme de travail? Je vais avoir le thème exact. Programme Jeunesse Canada. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal d'emplois qui vont être créés, mais est-ce qu'à ce niveau-là aussi, ce sera une question de statut? Bien, ça, j'ai pas non plus la réponse parce qu'il y a encore beaucoup de détails qui restent à peaufiner sur ces programmes. Mais sachez qu'avec mon équipe, c'est le sens de nos représentations qu'on soit le plus inclusif possible. Puis, quand on regarde, par exemple, la PCU qui est accessible aussi Canadiens, résidents permanents, étudiants étrangers. Donc, je pense que l'idée, c'est de se dire, il faut que tout le monde ait l'opportunité de vivre, même en dépit des circonstances, des pertes d'emploi, des pertes de revenus, des pertes d'opportunités. Puis c'est dans l'intérêt de tout un chacun parce que la santé publique nous demande de rester chez soi, nous demande de ne pas sortir. Donc, je pense qu'il y a cet intérêt-là derrière. Mais par rapport à ça, je vais aussi devoir vous revenir. Toutefois, au programme d'emploi d'été Canada, on a bonifié substantiellement les sommes qui sont allouées pour permettre au plus d'entreprises d'y appliquer. Au plus grand nombre. Donc, et ça, c'est ouvert vraiment à ma connaissance à tout le monde. Mais il faudrait que je valide, Fanny, c'est une bonne question. Vos questions sont pointues et aiguisées. Donc, je vais vérifier. Mais sinon, on va faire nos représentations dans ce sens-là, c'est sûr. Okay, merci beaucoup. Merci. On va faire un dernier tour de roue. On y va avec Yves. Oui. Pour le domaine de la restauration et l'hôtellerie, pour les restaurants qui sont fermés, c'est les professionnels et les experts estiment qu'il y a probablement un restaurateur sur 2 qui ne rouvrira plus jamais. Et s'il y a mesure des confinements méthodiques, c'est-à-dire que selon les SNOS pour l'instant, on prévoit que les restaurateurs vont être obligés d'utiliser juste 50% de la capacité de leur salle à manger. Or, pour les petits restaurants, par exemple, ce serait impossible à tenir parce que même pour les plus gros restaurateurs dans le domaine de la restauration, les marges bénéficiaires sont très petites. Est-ce que pour ce domaine précis, est-ce que le gouvernement fédéral prévoit pour après cette période de confinement des mesures spécifiques pour aider l'industrie à ne pas sombrer? Ah ben c'est sûr que c'est sur notre radar. J'en parle beaucoup, entre autres, avec la ministre Joly, qui est très au fait de la situation des restaurateurs, qui est en effet très pénible. Puis on voit les rapports qui sortent. Il y a les mesures générales qui ont été annoncées, mais quand on parle, par exemple, des restaurateurs, mais un autre secteur qui va être très touché, qui l'est déjà, c'est le tourisme aussi. Puis les restaurateurs en dépendent aussi largement dans bien des villes. Donc, à savoir s'il y aura des mesures sectorielles, il va falloir attendre. J'ai pas de nouvelles à vous annoncer spécifiques, mais il faut suivre. À chaque jour, il y a son lot de nouvelles annonces qui sont annoncées pour essayer de colmater les brèches et de tenir le phare. Donc voilà. C'est certain qu'on on va pas vous lâcher aussi facilement d'ici la fin de ce confinement ou alors à la fin
du coronavirus. Je pense qu'on va tenir une grosse table ronde et vous serez l'invité principal et pour avoir les dernières nouvelles. Alors, je vais continuer avec Yannick vu qu'on est en train de faire le dernier tour de table. Alors, Monsieur Lightbone, j'avais 2 questions pour vous, mais je vais vous les poser. Je vais vous laisser choisir celle que vous voulez répondre. OK. Alors, une des questions, c'est dans votre domaine, puisque vous êtes dans la sécurité publique. Il y a quelques jours, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'il voulait proposer une sorte de traçage à travers les moyens technologiques, dans les moyens high-tech, pour pouvoir tracer avec des applications sur les téléphones pour savoir qui a été contaminé ou bien qui ne l'a pas, ou bien qui est autour de nous. Vous voyez un peu ce genre-là. Et ça posait forcément des questions concernant la sécurité et la protection des données personnelles. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral prévoit concrètement pour pouvoir protéger les données personnelles des personnes? Autre question, ça concerne autre chose. Vous savez qu'il y a en situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement, il y a au Canada beaucoup de personnes immigrantes qui ont des compétences dans le domaine de la santé. Je parle des médecins étrangers, des pharmaciens étrangers, des dentistes étrangers, des personnes autres professionnels qui n'ont pas la possibilité de pouvoir exercer le métier pour différentes raisons que l'on connaît, que ce soit les questions d'ordre ou bien les questions de compétences des provinces. Mais qu'est-ce que le fédéral, en cette situation sanitaire, qu'est-ce que le fédéral peut faire pour pouvoir faciliter le recours à cette main-d'œuvre qui ne demande qu'à pouvoir assister, alors que toutes les provinces et tout le pays se plaignent qu'il manque de personnel pour faire face à la crise sanitaire? Vous pouvez répondre à la question que vous voulez. Je vais choisir la deuxième, mais la première, c'est peut-être simplement pour vous dire que oui, s'il y a différentes technologies qui sont à l'étude, tant par le gouvernement fédéral que par des gouvernements provinciaux pour avoir des meilleurs, faire ce qu'on appelle du traçage, justement, de la traçabilité, contact tracing en anglais, pour voir qu'une personne contaminée, savoir plus exactement qui elle aurait pu contaminer, mais pour moi, comme parlementaire, et je me suis engagé en politique sur cette base-là, le respect de la vie privée est fondamental. Et je sais que cette crise amène ça pousse les limites à plusieurs égards. Donc ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les droits garantis par la Charte à la vie privée restent respectés en dépit même pas en dépit, en raison des circonstances. C'est là qu'on teste nos institutions puis nos valeurs. Donc, il faut s'assurer que la vie privée soit respectée, quelles que soient les mesures qui puissent être adoptées ou considérées. Mais il y a rien sur la table en ce moment il y aurait aucune politique qui a été adoptée dans le sens de traçabilité technologique plus accrue, donc d'un point de vue fédéral. Par rapport à la reconnaissance des compétences, ça pourrait être l'une des conséquences heureuses de cette crise. Ça relève des ordres professionnels des provinces qui, on le voit, il y a des assouplissements qui se sont faits d'une manière très rapide. Quand on pense à la situation dans les CHSLD où on demande à des enseignants de venir prêter main forte. Donc, je pense que ça serait le temps. Puis bien avant le COVID-19, c'est un problème qu'on n'a jamais réussi à régler au Québec, la reconnaissance des diplômes étrangers, entre autres le fameux exemple des médecins qui se retrouvent à employer des emplois qui sont bien en deçà de leur capacité parce que le processus pour reconnaître ces compétences-là est beaucoup trop long, beaucoup plus, et parfois quasiment impossible. C'est 12 travaux d'Astérix. Donc, peut-être qu'il y aura des avancées. D'un point de vue fédéral, c'est malheureusement pas de notre ressort, là où on pourrait probablement faire plus et faire mieux, c'est dans l'octroi des droits de venir au Canada, des permis de travail, par exemple. Une autre chose qu'on pourrait faire, et c'est une suggestion que j'aimais bien humblement au ministère de l'Immigration, c'est de voir à ce que des gens qui ont des permis de travail fermés, qui sont ici sur un permis de travail, puissent avoir un permis de travail ouvert sur certains domaines. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi, par exemple des gens qui viennent ici travailler dans les TI, qui aimeraient aider, par exemple dans le réseau de la santé ou dans n'importe quel secteur essentiel, mais qui se voient forcés de retourner à travers le processus de IMT, patati patata, alors que de passer d'un permis de travail fermé à un permis de travail ouvert, quitte à ce qu'il soit temporaire, quitte à ce qu'il soit plus balisé selon les services essentiels, qui sont quand même nombreux, je pense que ça pourrait être utile. Donc, ça, c'est le sens de mes recommandations. C'est pas des politiques du gouvernement, mais c'est le sens de mes recommandations auprès du cabinet du ministre. Pour terminer, je pense que Yves, c'est toi qui termines avec la dernière question. Je pense que
Joël nous a donné quand même assez de temps. Monsieur Lalban nous a donné assez de temps, si je peux, bien sûr. Joël, je préfère de loin. Ah, ouais, je sais que à chaque fois tu dis il faut me tutoyer. J'entends Monsieur Lightbound puis je me retourne. Il est où? Il est de qui? Alors, Yves. En dernier, parce que pour l'instant, on parle de mesures d'accompagnement en période de crise sanitaire. Oui. Est-ce que le gouvernement fédéral est en train de penser à des mesures éventuelles de subventions, peu importe, qui vont être, qui vont voir le jour après cette période de crise sanitaire? Parce que je reviens encore sur la restauration, c'est mon domaine, évidemment. Il est possible que l'on traverse la crise, mais si on prend les restaurateurs qui sont dans des endroits comme le Vieux-Québec, et ainsi de suite, ces restaurateurs-là ne sont vivants que si les touristes continuent de venir. Or, on aura beau dire qu'on va essayer d'investir dans le tourisme, faire beaucoup pour attirer les gens, mais autant au Québec, nous sommes en train de nous encourager à consommer québécois. Je pense que les autres provinces ou les autres pays vont avoir le même discours. Donc, ça m'étonnerait que demain, il y ait encore plus de touristes sur les plaines ou peu importe au lieu pour permettre aux restaurateurs de continuer à fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir, après cette période, des mesures justement pour continuer de les accompagner ou une fois que la crise va être passée, chacun va être GK son propre sort? C'est une bonne question, mais il est trop tôt pour moi pour y répondre. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre objectif, quand on regarde les mesures d'aide qui totalisent, là, le compte ne cesse d'augmenter, on parle de centaines de milliards. L'objectif, c'était de stabiliser. Juste de stabiliser parce que sinon, on ne voulait pas qu'il y ait une augmentation drastique des faillites, qu'elles soient d'entreprise ou personnel. On sait qu'il va y en avoir nécessairement. Mais le but, c'était de stabiliser juste pour qu'on mette les choses un petit peu... je pense qu'une expression qui a été rapportée par la ministre Freeland, c'était de mettre l'économie sur une sorte de coma artificiel. OK, on garde les choses telles quelles autant que possible. Puis après, on va voir comment la reprise peut se faire. On voit déjà des efforts dans différentes provinces pour qu'elle se fasse de manière graduelle. Pour ma part, je crois que le gouvernement doit être là pour s'assurer que quel que soit ce qui est le plus judicieux d'un point de vue de la santé publique, ce soit possible de faire parce qu'on y mette les ressources financières. Sans presser dans un déconfinement trop hâtif, trop rapide, qui pourrait mettre en péril la vie des citoyens. Donc, je pense que c'est là le rôle du gouvernement. Puis on est chanceux quand même au Québec, au Canada, d'avoir des gouvernements qui sont prêts à mettre ce filet social-là puis à l'étoffer. Mais par rapport à la suite, à la relance, à l'accompagnement qui se fera pour la suite des choses, il est un peu trop tôt en ce moment. On est plus dans la phase de stabilisation. Mais c'est sûr qu'il y a des réflexions qui se font pour différents secteurs. Mais pour l'instant, c'est d'essayer de passer à travers. Parfait. Espérons que le coma artificiel ne durera pas très longtemps. Je le souhaite, mais je le souhaite aussi. Est-ce que je peux me permettre aussi une ou deux questions personnelles ou alors je dois conclure, Joël? Rapidement, si tu en as, mon ami. OK, bon, je vais m'en permettre une seule. Comment te passent tes journées? Comment ça se passe? Comment on se sent? Les responsabilités dans ta peau, comment ça va? Ça va. Je pense comme tout le monde, je veux dire, j'ai pas... les premières semaines, quand on était toujours à Ottawa, puis ensuite le retour à Québec, ça a été très intense pendant, je dirais, à peu près 3 semaines, au moins 3 semaines. Beaucoup de cas consulaires au départ, des gens qui étaient pris à l'étranger, qui tentaient de revenir au pays, qui avaient de la difficulté à le faire, qu'on épaulait. Maintenant, c'est beaucoup plus des questions économiques. Mais comment ça va? Le moral, c'est comme tout le monde, là, c'est des hauts et des bas. Moi, je suis seul ici à Québec. C'est que des fois, c'est des Zooms, puis beaucoup d'appels avec les collègues du caucus, les ministres, le ministre Duclos, on se parle très, très régulièrement pour lui faire part des échos que j'entends, puis des suggestions. Mais quand on préserve son salaire, qu'on préserve son emploi, déjà, c'est un grand privilège, une grande chance. Et comme député, tu es confronté à toute la misère que cette crise apporte d'un point de vue financier, d'un point de vue de la santé. Donc, c'est vraiment dur de trouver à se plaindre, je te dirais.
Ok. Un dernier mot pour tous ceux qui vont nous écouter, vraiment dans le monde entier. Un dernier mot de fin. Ben, je pense que s'il y a quelque chose que cette crise-là peut faire prendre conscience, c'est qu'on est tous une goutte d'un même fleuve et ou tous une cellule d'un même organisme. Et plus que jamais maintenant, on doit en prendre conscience. Donc, moi, j'ai toujours eu cette conception d'un point de vue plus spirituel. Maintenant, c'est la santé qui nous le rappelle. Donc, les actions de tout un chacun comptent. Et l'entraide aussi fait une grosse différence. Donc, faut être là les uns pour les autres, puis prendre soin des nôtres et des autres. Donc, voilà. Moi, j'aimerais voyager. C'est quand qu'on ouvre les frontières? Faut voyager dans la tête, hein, la lecture, la méditation. Donc, on ne sait pas encore quand on pourra ouvrir les frontières. Pas de sitôt. Pas si tôt. Non. OK. Ben, écoutez, pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'aimerais d'abord vraiment remercier Joël. Je pense que le soleil titrait Fils de personne dernièrement. Moi, je dirais Fils de personne promis à vraiment à un avenir politique hyper bon, à qui nous le souhaitons vraiment très fort. Et franchement, Joël, c'est toi qui me permets de te tutoyer. Je sais que normalement, on me dit, il faut vous voyez. Je voudrais te dire merci vraiment, merci infiniment au nom de toute la communauté diasporienne, tous les fans de Diaspora Interaction, toute la communauté de la diversité. Toute la diversité, nous te disons merci parce que tu es l'une des personnalités, comme je l'ai titré, le plus disponible et toujours ouvert et toujours agréable, qui apporte toujours des solutions ou alors qui apporte des espoirs de solutions. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On sait que tu es hyper booké. Merci infiniment et puis on te souhaite tout le bonheur et que ça se termine rapidement afin que tu puisses te reposer avec ta famille. Donc, et quant aux invités, merci infiniment à Fanny. Fanny, merci beaucoup. Merci Yves, merci à toi Nato. Brice, merci Dr. Yatson. On reste là pour bien sûr la rubrique de Dr. Yatson après qu'on aura laissé partir Joël. Et sincèrement, on va se dire que tout va bien aller. Et Diaspora Interaction est toujours là. Joël, si jamais le cabinet a besoin de nous, on est toujours là pour véhiculer et sensibiliser. Merci infiniment. C'est très gentil. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Puis on se voit au bal en blanc, je l'espère, l'année prochaine. On l'espère aussi. On l'espère, c'est qui est certain. S'il y a bal en blanc cette année, tu seras notre président d'honneur. Ça va être tout un party, en tout cas, au prochain. D'accord. Merci. On te laisse aller et puis on va continuer l'émission. Bye bye. Merci, bye bye. Alors voilà, chers spectateurs, chers amis, pour terminer, on est là pour parler du coronavirus. Chacun va sûrement prendre un petit mot pour qu'on ne dise pas que c'était juste une entrevue qui n'avait rien à voir avec l'émission. Donc, docteur, à toi le mot et ensuite chacun dira un mot et on pourra terminer cette émission. OK. Ben, moi, aujourd'hui, je voulais parler un peu que depuis le début que je fais mes interventions à chaque émission, j'ai beaucoup focalisé sur le domaine médical, le domaine de la santé, les soins. Aujourd'hui, je veux parler un peu plus du côté social du COVID-19. Depuis que cette pandémie a commencé, on a pu voir plusieurs effets sur le plan psychologique et social sur les individus. Le premier point, par exemple, c'est les effets du confinement sur l'humeur, notamment des enfants et des parents. Au début du confinement, on a vu qu'il y avait comme une sorte de joie. Les gens étaient contents de rester à la maison en famille, notamment les enfants qui se voyaient en vacances. Mais très rapidement, ça fait 6 à 8 semaines maintenant, dépendamment des endroits qu'on est en confinement, et on commence à voir une certaine forme d'anxiété qui apparaît. Des enfants qui se demandent quand est-ce qu'ils pourront aller retourner à l'école, qui se sentent un peu étouffés, à l'étroit. Des parents qui finalement se rendent compte qu'être avec des enfants 24 heures sur 24, c'est pas si facile que ça. On voit aussi, surprenamment, une augmentation des violences, que ce soit des violences parents-enfants, des violences conjugales entre parents. On a aussi vu dans certains pays, notamment du Sud-Est, que pendant cette période de confinement, le nombre de divorces a augmenté. Donc, finalement, le confinement n'a pas eu que des bienfaits sur le plan social. On s'en rend malheureusement compte. Autre point qui est souligné qu'on voit avec le COVID-19, c'est la stigmatisation des personnes lorsqu'elles ont un test positif de COVID-19. Les gens ont peur de dire à leurs proches qu'ils ont été testés positifs.
Parce qu'une fois qu'on le sait, on voit très bien une certaine forme de rejet, une certaine forme d'abandon, une certaine forme de... On s'éloigne de cette personne-là. Un peu comme pour ceux qui ont vécu en Afrique à l'époque, lorsque le VIH est arrivé. On pointait du doigt cette personne-là en disant que si je m'approche d'elle, elle va me contaminer. C'est d'autant plus vrai qu'effectivement, lorsqu'une personne est testée positive, il vaut mieux s'en éloigner pendant au moins 14 jours. Donc, malheureusement, cette prescription médicale amplifie l'isolation sur le plan psychologique des personnes qui sont atteintes. Et donc, on va essayer de voir à terme ce que ça va donner, parce que même les personnes qui finissent par être guéries, ben, elles ont toujours l'étiquette de la personne qui a été atteinte. Et dans l'esprit des gens, malade un jour, malade toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'on oublie que ça fait 14 jours à peu près. Si on est passé à travers, ben on est remis, on est guéri. Mais dans l'esprit du monde, si vous avez été infecté au COVID-19, au coronavirus, ben vous êtes infecté au coronavirus ad vitam aeternam. C'est un peu ce à quoi nous vivons, ce que nous voyons actuellement. Et c'est sûr que ce n'est pas la chose la plus agréable pour les personnes qui ont été infectées. Cela, d'ailleurs, impacte un peu sur les séquelles de cette personne qui a été infectée. Au début de la maladie, on pensait que lorsqu'on passait à travers, qu'on était une personne remise, guérie, on ne ferait aucun séquelle, comme la plupart des infections virales. Mais on se rend compte qu'avec le coronavirus du COVID-19, ce n'est pas tout à fait le cas. Et finalement, on pense qu'il pourrait avoir des séquelles qui pourraient perdurer au-delà du temps. Alors, cette permanence et cette prolongation des séquelles va aussi avoir un effet sur les personnes qui risquent d'avoir comment dire en anglais, un low self-esteem, c'est-à-dire une faible estime de soi. Et tout soignant sait très bien que l'une des conditions sine qua non pour réussir le traitement, peu importe la maladie, c'est qu'il y ait une relation soignant-soigné où le soigné a confiance qu'il va pouvoir guérir. Il a confiance que la solution qu'on lui propose, que les soins qu'on lui prodige vont lui permettre de se soigner. Mais si les personnes vivent longtemps avec des séquelles, il risque d'avoir une crainte de se dire qu'elles vont rester malades tout le temps. Et ça, psychologiquement, c'est difficile à assumer. D'ailleurs, je pense que beaucoup de pays se rendent compte qu'il serait peut-être important d'accompagner psychologiquement aussi bien les personnes qui ont été malades que celles qui ont été guéries. Parce que la guérison physique, c'est-à-dire l'absence de toux, de fièvre, c'est bien. Mais il faut aussi que ce plan psychologique, cette personne soit suivie. Sinon, elle risque dans les prochains mois, sur les prochaines années, de faire des formes de dépression post-maladie. Et ça peut être plus grave. C'est important qu'on puisse prévenir à l'avance. Et c'est un volet que pour l'instant, beaucoup de gouvernements n'ont pas mis sur pied, mais que moi, pas seulement moi, mais beaucoup de professionnels de santé sont en train d'objectiver comme étant un élément important qu'il ne faut pas négliger, parce que si on le néglige aujourd'hui, on va payer les conséquences dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Autre conséquence du COVID-19, la distanciation sociale dont on a tellement parlé, ben, finalement, ça ressemble de plus en plus à une séparation sociale. C'est-à-dire qu'à force de nous éloigner, à force de prendre les distances des uns des autres, en tant qu'être humain, est-ce que nous allons pouvoir vivre comme ça sur une longue période? On dit que l'être humain est un animal social. Nous nous définissons parce que nous avons des interactions sociales avec ceux qui sont à côté de nous, avec nos proches, avec nos amis, avec notre clan, avec notre famille, avec notre groupe. Si nous sortons de ce groupe, de ce clan, de cette famille, en tant qu'individu, nous sommes déboussolés. Alors, il ne faudrait pas que la distanciation sociale devienne une séparation sociale. Il est très important qu'en tant qu'humains, nous continuons à garder des liens de relation avec nos proches. Sinon, encore une fois, ça va rejoindre un peu le point précédent, on risque de tomber dans une forme, cette fois-ci, non plus de dépression des malades, mais une dépression collective. Et ça sera encore plus grave pour nous tous. Et dernier point, je vais finir par ça pour ma petite chronique d'aujourd'hui. Les personnes qui décèdent de cette maladie, on voit très bien le choc que cela fait pour les familles en deuil, parce que malheureusement, elles ne sont pas capables de faire le deuil comme à l'accoutumée, à cause des restrictions de protection sanitaire qui fait en sorte qu'il faut enterrer rapidement le corps des personnes qui sont décédées. Il arrive même des fois qu'on n'a même pas le temps de faire une sépulture, qu'on est obligé de jeter cette personne, excusez-moi le terme, dans des fosses communes. C'est ce qui arrive là, ici au Québec ou dans l'État de New York, par exemple. Et ça ne sera pas sans conséquence pour les familles en deuil. Vous savez que le processus de deuil est important pour accepter la perte d'un être cher. Or, le COVID-19 est en train de bouleverser cette façon
de faire. Et il faudrait également qu'on prépare. Ça, je pense que c'est vraiment le rôle que les professionnels de la santé doivent préparer les familles à faire le deuil lorsque une personne en décède, parce que les choses ne se passent pas comme à l'habitude. J'aurais pu donner plus de détails par rapport à ça, mais comme on est pris par le temps, je vais m'en arrêter là. Et c'était vraiment ce point que je voulais soulever aujourd'hui, les conséquences sociales du COVID-19. Merci, docteur. Comme toujours, un discours assez riche, un discours assez profond, percutant aussi, parce que ça va bouleverser parfois ce qu'on a à l'esprit. Je pense qu'on a presque terminé. On a 3 minutes. Je vais donner quelques secondes, 30 secondes à chacun pour dire un dernier mot, s'il vous plaît, sur le coronavirus, quel que soit sur le point. Alors, je vais suivre avec, honneur aux dames. Oui, merci Prince, merci pour ton initiative. Hein. Et aussi Covid, parle-nous aussi, finissez avec Covid, le groupe Save Africa rapidement aussi, pourquoi pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc déjà, merci pour ton initiative et tout ce que tu apportes à la communauté. On est très reconnaissant. Merci aussi de continuer comme ça. Hein. C'est comme de nous rapprocher des milieux décisionnels avec pour qu'on puisse porter nos voix aussi. C'est important que le docteur tantôt il parlait d'impact social, mais le coronavirus aussi il nous montre la manière dont la société est structurée et toutes les inégalités sociales que le coronavirus relève. Là, on voit les impacts sanitaires, psychologiques, mais il y a des impacts économiques très lourds qui vont avec ça. Et il y a des confinés privilégiés et des confinés qui n'ont pas de ressources. Il y en a qui ont un chez-soi où habiter, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, même quand on est tous les étudiants, c'est-à-dire que peu importe le statut, qu'on soit travailleur, qu'on soit étudiant, on vient de voir effectivement qu'on n'a pas toujours tous les mêmes droits. Et c'est donc très important de garder ça en œil à la fin de ce confinement-là pour essayer de briser davantage les barrières, penser une société égalitaire où tout le monde a sa place, parce que nous sommes tous des êtres humains, peu importe nos statuts d'immigration, peu importe la couleur de nos peaux, etc. Donc, on puisse bâtir quand même des sociétés plus solidaires, plus égalitaires. Et donc, justement, parlant de ça, j'invite tout le monde à nous suivre, à nous rejoindre dans notre initiative qui supporte notre organisation qu'on a mis en place là, l'organisation Support Africa, qui est une organisation d'étudiants de la diaspora qui se mobilise pour aider les pays africains à s'en sortir. Parce qu'on a parlé de je sais pas, de stratification à l'intérieur du Covid. Là, si on le voit au niveau des individus, mais on le voit aussi à travers les différents pays, les pays du Nord, les pays du Sud. Là, on va s'en sortir peut-être d'ici quelques mois, mais il va avoir on ne veut pas le dire ainsi parce qu'il faut rester positif, mais il va avoir des enjeux énormes avec les pays africains. Et l'organisation Support Africa, dont le fondateur est Ibrahima Koné, que je salue ici. Et je salue toute l'équipe qui travaille avec nous pour réaliser, et donc Prince qui est aussi un membre du comité. Et je nous encourage à tous participer à nos actions principales et qui sont des actions de prévention, de sensibilisation et des méthodes curatives pour des solutions africaines pour contrer la maladie. Et je fais un coucou à la Moussa Diabaté qui travaille sur le projet ECLIC, qui est un projet qui teste cliniquement une solution africaine pour lutter contre le Covid et qui avance très bien. Donc, nous sommes ouverts à collaborer. Nous lançons des appels à projets régulièrement et nous sommes à la recherche de partenaires et donc et de bras pour aider. Merci beaucoup. Bien sûr, un projet que Diaspora Interaction soutient et recommande très, très fort. Et on va pousser ça très, très fort d'ailleurs pour que cela puisse atteindre le plus de monde possible et qu'on puisse plus s'engager parce que à travers ce projet, c'est l'humanité qui est prise en charge et qui pourrait comme ça nous donner une meilleure avenir. Donc, pour terminer, Brice, ouais. Rapidement, s'il te plaît, on a déjà presque terminé. Ouais.
Fanny, elle vient de soulever un point important concernant les pays d'Afrique. Mais moi, j'aimerais quand même ajouter que les pays d'Afrique, ils s'en sortent quand même mieux. Ils se démettent quand même. Et puis, on voit quand même, il y a des exploits qui se font. Bill Gates, des affaires, mais ils ont prévu des morts, des tonnes de morts, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je pense que nos pays s'en sortent mieux. On doit les féliciter, les encourager de plus en plus. Et le docteur aussi, il a énuméré beaucoup de points que je trouve importants parce que la stigmatisation, ça se passe quand tu sors. Moi, je sors tout le temps. Moi, je sors tous les jours en plus. Donc, quand je sors tout le temps, je vois comment ça se manifeste. Et c'est un éléphant dans la pièce. Donc, c'est quelque chose, tout le monde sait, mais ne veut pas en parler, en fait. Tu vas quelque part, tu n'as plus même envie, tu n'as pas même le droit de tousser ou bien de faire quelque chose parce que directement, tu es lié au COVID-19. Et c'est vraiment, je trouve ça pénible de supporter ça après le corona aussi. Ça serait difficile à supporter. Même entre amis, ça va être des moments de moquerie, je crois, parce que tu peux juste éternuer. On va dire, ah, ne t'approche plus de moi, tu vois un peu. Donc, ça va vraiment laisser des séquelles après. Ben, je te remercie aussi pour l'opportunité et puis voilà, j'ai eu beaucoup d'éclaircissements que je vais partager avec mes proches. Donc voilà, merci beaucoup et puis merci à vous aussi. Je pense que la vidéo va sortir ce soir en partageant le lien et les proches pourront déjà avoir toutes les informations en direct. Je vous remercie aussi beaucoup parce que c'est pas moi, c'est nous tous. Si ce n'était que moi, on ne serait pas là. Si vous n'étiez pas là, il y a beaucoup de questions qui n'auraient pas été posées et ce ne serait pas allé jusqu'aux instances décisionnelles, comme disait Fanny. Je pense que c'est des choses importantes et c'est ensemble qu'on va avancer. Pour terminer, Yves. Oui, moi, j'essaierai d'être plus bref. Oui. Dans le fond, j'aurai un message simple à envoyer à toute la communauté, autant canadienne, québécoise ou africaine. Ça va être après cette crise sanitaire, ça va être le moment pour nous de consommer local, le maximum que nous aurons à faire. Sinon, les entreprises ne pourront pas s'en sortir. Et s'il y a des entreprises qui ferment, ben, l'effet papillon va suivre et il va y avoir d'autres secteurs qui vont être touchés. Et cela va augmenter le chômage à travers la population. Donc, consommons local et faisons un effort de supporter les entrepreneurs de notre communauté. Très bon mot de fin, consommons local sans oublier d'où on vient aussi, en voyant aussi un peu de l'autre côté pour qu'ils puissent aussi se nourrir. Et pour le faire, pourquoi pas rejoindre le Support Afrique avec Ibrahima Koné, Fanny et la Moussa Diabaté, donc, et toute l'équipe que nous saluons d'ailleurs. Et puis, je vous remercie infiniment. Et puis, je fais aussi donc comme ça un clin d'œil à toute l'équipe de Diaspora Interaction. Je pense qu'on va se passer les chiffres d'aujourd'hui et on va se dire prenez soin de vous et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. Et à très bientôt. La prochaine émission, bien sûr, ça va être dimanche à 16h comme d'habitude. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye.